Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça passe ou ça catch. Je suis Bactos et je suis toujours accompagné par Coco. Comment vas-tu, Coco? Bah ça va impeccable et toi Bactos? Bah écoute, ça va Remis de tes super. émotions? Ouh là là, j'ai encore le cœur qui palpite. J'ai encore le cœur qui palpite parce que aujourd'hui, en tout cas dans cet épisode, on va vous parler du dernier pay-per-view de la l'AEW, le All Out. Je vais vous mettre la petite carte histoire de faire ça joli. On nous a demandé des illustrations, on met des illustrations. All Out, donc qui a eu lieu dimanche dernier le 5, certainement, humblement, le pay-per-view le plus important des 2, 3, voire 4 dernières années, honnêtement. En tout cas depuis All In, le tout premier, pour son impact qu'il va avoir sur l'industrie dans les mois et les années prochaines. On va, je pense, faire un petit peu comme on a fait pour SummerSlam. On va remonter la carte, on va parler un petit peu des matchs, on va parler un petit peu de ce qu'il y a. Donc, si vous n'avez pas vu All Out, on vous conseille de le voir. Si vous ne voulez pas le voir, on va essayer de vous en faire un résumé assez exhaustif et surtout de vous expliquer ce qui s'est passé. Et on vous dira effectivement si les matchs ça passe ou ça catch. Et on va commencer tout de suite avec le premier match de la carte, qui était un match que j'attendais beaucoup, Miro versus Eddie Kingston pour le TNT Championship. Et je vais te donner la parole pour nous dire ce que tu en as pensé. Eh ben j'en pense beaucoup de bien. Ça catch pour moi, Miro Kingston. Ça catch parce qu'on est vraiment sur deux réelles constructions purement AEW. Kingston, il avait un gros background, il avait vraiment été présenté comme un badass au début qui était opposé à Moxley. Et lors de cette opposition à Moxley pour le titre, ils avaient réussi à faire tourner son image avec le public et à lui apporter réellement une image sympathique avec son histoire personnelle, tout ce qu'il avait traversé, ce genre de choses. Et Miro, il avait déjà sa cote gigantesque qui venait de la WWE. Et comment il a été transformé au début, il naviguait entre deux ondes, on savait pas trop ce qu'il allait devenir. Et du moment qu'il est devenu ce qu'il était vraiment, c'est-à-dire un méchant catcheur hyper puissant et sûr de lui, il est devenu monstrueux. Donc avoir ces deux oppositions-là de deux belles constructions de personnages, c'était hyper intéressant. Et le match a été, pour un opener, c'est exactement ce qu'on attend d'un opener dans un show comme ça. Ça va vite, ça tape fort, c'est charismatique in-ring. Voilà quoi, il y a tous les ingrédients pour faire un excellent début de show et ils ont fait ce qu'il fallait avec leur qualité à tous les deux. Et On moi, va ce que décrire j'aime un bien, petit c'est peu les catcheurs pour ceux qui connaissent pas forcément et qui nous regardent quand même. Au final, on a d'un côté Miro qui est vraiment ce bulgare musclé destructeur qui a une gimmick, donc son personnage qui s'est transformé au fur et à mesure à la AEW, comme tu disais, pour devenir le Redeemer, donc celui qui va expier les péchés de tout le monde, donc un personnage assez religieux, un personnage que j'aime beaucoup parce que il reste vraiment une brutasse sur le ring qui détruit ses adversaires, mais qui dans ses promos, donc tout ce qui est oral en dehors du ring, met des petites pointes d'humour avec des références à la flexibilité de sa femme, au fait que c'est un cadeau de Dieu autant que la force qui lui a été donnée, etc. Et il y avait justement dans ce match toute cette notion d'un côté on avait un personnage religieux avec Miro, et de l'autre côté on a Eddie Kingston qui est vraiment le gars de la street, de New York, le mec qui s'est battu toute sa vie, le bagarreur, c'est un mec qui a un petit... Eddie Kingston, il est un petit peu bedonnant au final. C'est pas il a pas ce physique de l'athlète comme Miro peut avoir, qui a vraiment un physique de culturiste. Je sais même pas si ça se dit déjà, encore ce terme. Il catch en t-shirt. Voilà. Il catch en t-shirt déjà. Alors que l'autre catch va catcher en pantalon avec des trapèzes qui arrivent jusque là, etc. Et Eddie Kingston, c'est pas le mec religieux. Il est arrivé, il dit ouais ton Dieu, moi tout ça, moi je vais ton Dieu veut donner des corrections à travers toi, t'inquiète, moi je vais t'en donner une de correction. Et les deux sont des gars qui sont très forts au micro et sur le ring, mais avec des styles très différents. On a vraiment les muscles contre le bagarreur, le street fighter.
Donc c'était un style qui allait bien, et c'est un match qui, bah, pour moi, ça catchait. Moi, c'était un des matchs que j'attendais le plus. J'adore Eddie Kingston. Et au niveau du déroulement du match, ce qui est très intéressant de voir, c'est que Miro va gagner en trichant, puisqu'il va Alors, aller descendre un petit peu l'eau, un petit peu sous la ceinture, pour prendre l'avantage, et va finalement garder sa ceinture. Mais je ne pense pas que la feud, donc la rivalité, se termine sur ce match-là, puisque il y a très bientôt un événement à AEW qui aura lieu à New York, donc dans la ville d'Eddie Kingston, et au MSG, au Madison Square Garden, et je pense que ça s'écrit tout seul. Un rematch à la télévision, parce que on n'oublie pas que c'est un TV Championship, donc c'est une ceinture qui est faite pour être défendue à la base à la télévision. Je pense qu'on aura le droit à un rematch, un beau rematch, avec un public qui sera à fond derrière le gentil Eddie Kingston. Ça s'écrit tout seul, là, une victoire à ce moment-là. En plus, généralement, ce type de ceinture, on le voit en tout cas de la WWE, on le voit pas encore vraiment à la IW, même si on a encore ce sentiment, c'est attaché un petit peu comme à la... Je trouve que c'est un petit peu l'équivalent de l'Intercontinental Championship à la WWE, c'est-à-dire que c'est le worker. C'est la ceinture qu'on va donner aux gars qui se donnent à fond, qui sont pas forcément les top guys dans les histoires, mais des mecs qui sont présents, qui travaillent à fond, qui se donnent pour la boîte, en fait, tout simplement. En tout cas, c'est le cas à la WWE. On l'avait vu avec Darby quand... On l'avait vu avec le règne de Darby Allin, où lui en fait avait quand même a eu quand même un paquet d'opposants différents. Et toutes les semaines il avait quelqu'un de nouveau. Il suffisait que quelqu'un ait un petit peu une suite de victoires et je pense que se montrer un petit peu à la caméra, et d'un coup il avait une chance pour le titre. Et c'est vraiment cette idée là on donne la chance à tout le monde. Et c'est vrai que enfin, quand tu parles de ceinture du work rate, ça reste quand même la grosse qualité de la AEW, c'est de baser sur ce work rate in ring. Et c'est vrai que cette ceinture-là permet quelque chose. Un truc qu'on a oublié de préciser en dehors du match en lui-même, c'est que dès le début, la foule, le public, et ça joue beaucoup dans l'appréciation qu'on a d'un show, qu'on soit dans ce public directement ou qu'on le voit à la télé, est à bloc. C'est ça. C'était techniquement le deuxième match, puisqu'il y a toujours un match en pré-show, donc avant même que le pay-per-view commence, donc il y a une partie gratuite qui est diffusée. Là, il y avait un match c'était un match à 10, à 5 contre 5, entre la HFO, donc c'était la compagnie à Hardy, avec Private Party, etc. Et de l'autre côté, il y avait Jungle Boy et The Best Friends qui avaient chauffé la salle. Et là, quand Miro et quand Kingston sont rentrés, tout le monde était à fond, à bloc. Donc ça veut dire que on n'en a pas parlé du pré-show, parce que c'est un petit peu, c'est une mauvaise tradition, mais généralement on n'en parle pas, on le regarde même pas. Ouais, mais pour le coup, il avait vraiment bien chauffé la salle, donc c'est important de le rappeler. En tout cas, oui, effectivement, c'était un très bon premier match sur lequel on va pas forcément s'étendre plus, parce qu'il y a eu énormément de choses à All Out et qu'il va falloir qu'on passe. On va un peu envie d'y passer pendant 1h30, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des matchs pour lesquels ça catch, et que si vous n'avez pas le temps de regarder tout le pay-per-view, regardez ce match-là, vous verrez un bon match avec deux styles complètement différents et avec deux gars qui se donnent à fond. Et ça fait énormément plaisir. En parlant de gars qui se donnent à fond, on va enchaîner sur la première ouverture de la porte interdite avec Mox versus Kojima. Ouais. Je vais te laisser en parler parce que t'es plus spécialiste des Asiatiques que moi, des Japonais que moi. Moi, je vais simplement dire que ça catch parce que c'était un très bon combat, mais c'était un petit peu en dessous en termes d'intensité, de hype, on va dire, pour moi, que Miro Kingston. Donc, je vais te laisser en parler plus longuement. En fait, Kojima, c'est l'ancienne grande star qui a eu vraiment son apex, comme on dit dans le sport, c'est-à-dire qui était vraiment tout en haut de sa carrière, on va dire entre 2000 et 2005. Il a remporté tous les titres tous les grands titres qu'on peut avoir dans les deux grandes fédérations japonaises.
Et moi j'appréhendais un petit peu parce que il avait, enfin Moxley apparemment a l'air très apprécié. Son passage lors du G1 a été très apprécié à la NJPW. Et en gros, on a quand même l'impression que toutes ces vieilles gloires se reconnaissent un petit peu dans le style de catch de Moxley. Faut savoir que le catch japonais années 90, début des années 2000, c'est ce fameux strong style. Ça frappe, ça fait pas semblant, ça tape fort. Et Kojima avait ce côté un peu plus high flyer, mais dans ce style encore très très. Je t'arrête juste pour décrire. Donc oui, le strong style, c'est un style qui est surtout développé au japonais et dans le catch indépendant, on le voit très peu à la WWE, où justement, on va pas, il y aura toujours le côté scénarisé, il y aura toujours le côté avec ce qu'on appelle les spots, avec les moments qui sont prévus, mais ça hésite pas à se mettre des grosses baffes dans la tronche qui sont pas du tout simulées. Ça va se mettre des coups de genoux, ça va se mettre des coups de pied, ça va être beaucoup basé sur des kicks, sur des punchs, et c'est un style dans lequel Moxley et une autre personne qui vient d'arriver à la AEW se complaisent. Et donc c'est vrai que Moxley est très souvent associé à des catcheurs japonais parce qu'il joue aussi là-dessus dans ses promos, etc. Et, le respect de l'adversaire, qui est quelque chose qui est très aussi japonais culturellement, mais qui est vraiment Moxley a fait des promos où il s'excusait par avance parce qu'il allait le défoncer, parce qu'il allait le maltraiter, mais qu'il avait toujours du respect pour lui et qu'il respectait énormément sa carrière, mais qu'une fois rentré sur le ring, il n'y avait pas de respect, il y avait que du combat. Et en tout cas, ça a délivré de ce côté-là. Ils se sont mis des grosses bases dans la tronche. Moi j'étais très étonné du côté athlétique de Kojima, parce qu'à son âge, et ça fait longtemps qu'il a pas montré une performance. Il a plus de 50 ans, là, Kojima, si je me trompe pas. Oui, il a plus de 50 ans. Il a plus de 50 ans. Et il faut quand même se rendre compte de ce qu'il a été capable de faire in ring durant ses. Alors, c'est le temps du match, je l'ai pas en tête. Je crois que c'est pas. C'est entre 10 et 15, il me semble. 11 minutes. 11 minutes 50. C'est parfait, parce qu'en 11 minutes, on a le temps de montrer à quel point, pourquoi on a ce statut-là. Parce que c'est vrai que, vu qu'il est pas de la période où l'Occident a vraiment commencé à regarder la NJPW, à savoir il y a une petite dizaine d'années, il est peut-être un peu moins connu que d'autres stars actuelles, en fait. Que Omega a affronté, que les Bucks ont affronté, que Moxley a affronté quand il était allé là-bas. Ou Archer encore, hein, pour situer d'autres catcheurs de la WWE. Et vraiment, cette opposition de style a vraiment montré à quel point Moxley dans ce rôle-là est pile dans sa bonne case en fait. Et pour ajouter un truc sur le strong style qui va bien à Moxley, c'est quand il y a des prises, parce qu'il y a aussi des high flyers au Japon de plus en plus, mais quand il y a des prises, on a vraiment l'impression que c'est fait pour faire mal. C'est-à-dire que c'est très souvent dans la zone de la nuque, ou si c'est des soumissions, le but c'est c'est pas genre juste des soumissions où c'est spectaculaire et on sent que ça fait pas vraiment mal, c'est vraiment des soumissions simples. Mais quand Moxley va faire un suplex, la chute elle est lourde. C'est pas, on sent que c'est pas nécessairement une chute qui est maîtrisée. C'est une chute qui est là pour. Il jette le mec en l'air. Et les gars ils s'écrasent contre le ring et c'est assez fun là-dessus. Et c'est vrai que Moxley il est parfait pour en tout cas amener au public occidental ces catcheurs japonais qui ont envie de travailler avec lui. D'ailleurs, la NJPW veut travailler avec lui, c'est une des raisons pour laquelle ça se fait. Et d'ailleurs, ça a permis, je vais changer l'image pour l'illustrer, l'arrivée de, je vais écorcher son nom, mais il me semble que c'est Minoru Suzuki. Suzuki. C'est une légende. Là, dites-vous bien, c'est l'équivalent de. Alors, je vais dire, c'est Ric Flair, voilà. Mais c'est le Ric Flair de la violence. C'est le Ric Flair. En fait, moi, il y a une expression que j'aime pas trop parce que je pense l'inverse. Moi, je pense que l'habit fait le moine. Et là, quand vous voyez Suzuki, l'habit fait le moine. Il a l'air dangereux, il est dangereux. Vous voyez dans tous ces films qui se passent au Japon, vous voyez ce malfrat, ce bandit un peu âgé, le mec qui a de la bouteille, le mec qui s'en est pris plein la tronche, qui va se lever et quand il se lève, tout le monde ferme sa tronche. Suzuki, c'est lui, c'est ce mec-là, c'est ce mec qui va se lever.
il va te regarder, il va sourire et il va t'éclater la tronche et il va littéralement te marcher dessus. Il va rigoler. Et ça va le faire rire parce que la violence c'est son truc. Et On ne Sadomaso, parlera c'est pas de son ces propre matchs terme, en contre fait. Asuka que je t'ai partagé ou qui sont Ça, horribles, c'est- où t'as envie d'appeler la police parce que voilà. On rappelle que ça reste du catch et que ça reste maîtrisé, mais pour le C'est coup, homme contre femme, hein. Asuka est une catcheuse Ouais, ouais. féminine. Et c'est Asuka qui a demandé, qui gérait le show en fait directement. et Donc, vous chercherez sur internet, mais par contre, ayez le cœur accroché quand vous regarderez ça prenez parce du que recul, pour prenez le du coup, recul sur voilà. ce que vous allez voir. c'est vraiment c'est assez dur à voir et on a plein d'autres exemples de ça. Donc en fait, Moxley et lui, bon, se sont déjà rencontrés et pour le coup, on sait que ça va être un match excellent et surtout ça va être un match plein de brutalité et à la fois loufoque dans cette brutalité puisque c'est des gars qui vont se rire à la tronche tous en se mettant des Ouais, baffes totalement. énormes et finir avec les joues rouges comme quand vous étiez engueulé par vos mères quand vous aviez 10 ans. Ça va être assez énorme. On en parlera quand ça arrivera, mais en tout cas, voilà, c'était la première arrivée surprise de cette soirée. Gros Et point fort sur la production. Gros point Oui. fort, c'est vraiment Moxley est face à la caméra. Il y a l'entrée derrière lui. Il y a juste marqué The King. Il y a déjà une partie de la foule. On l'entend qui gronder. s'est levé parce qu'ils avaient compris qui Là, c'était. ils avaient compris. Et surtout, c'est que après, il y a son nom qui apparaît. Je pense que les 3/4 de la salle ont popé. Et en fait, cette musique d'intro là est vraiment très très particulière. Il faut quand même se rendre compte qu'on est aux États-Unis, que l'apprentissage des langues étrangères aux États-Unis c'est pas dingue. Et quand Minoru Suzuki arrive au milieu du ring, tout le monde reprend la phrase fétiche de sa musique d'intro qui est Kaze ni Nare. Vraiment, il y a la moitié de la salle qui l'hurle. C'est ça. Il a dû se dire, bon, j'ai eu raison de venir faire un petit C'est ça. tour quand C'était, même. Parce que... On se serait cru à la Japan Expo avec tout le monde qui chantait des débuts d'animé. J'essaie de faire des métaphores que tout le monde puisse comprendre. Mais non, c'était impressionnant et voilà, c'était la première entrée surprise. Il y en aura encore. Il va péter 3 la gueule autres. à Moxley quand même et lui passer Mais, son pile driver, son package pile driver. On va enchaîner, comme on va un petit peu plus vite que sur SummerSlam, on essaie un petit peu de... Parce qu'on va aussi appuyer sur certaines choses plus longuement, mais on va enchaîner sur le second match pour un titre de la soirée, Britt Baker contre Chris Statlander. Un match que moi j'attendais parce que Statlander c'est la babyface en ce moment côté donc la gentille entre guillemets côté AEW contre Statlander qui est la championne contre Baker qui est la championne pardon qui est un personnage qu'on aime détester, c'est-à-dire que on respecte énormément ce qu'elle fait mais elle a une attitude de biatch, on va le dire ça comme ça. The baddest bitch on the block. Exactement, Comme elle the s'appelle elle-même. baddest bitch on the blocks. Donc, le dentiste contre l'alien, puisque c'était les chimiques... Oui, parce qu'elle vient de la galaxie Andromède. Voilà, Statlander. C'est deux catcheuses très physiques et aussi très techniques, donc c'était plutôt sympa à regarder. J'ai du mal à dire que ça passe parce que c'est pas le cas, mais c'est pas le match que je prioriserai sur le visionnage de ce pay-per-view. Peut-être parce qu'on a eu deux matchs qui étaient vraiment bons aussi et que ça arrive là et que on est à 30-35 minutes de show et que c'est là où aussi la hype redescend un petit peu. C'est un petit peu dommage parce que le match était bon. Il y avait au bord du ring Jamie Hayter et Rebel et not Reba qui était là pour accompagner Baker. Donc ce match, il y avait un petit côté de déjà vu, alors que pourtant on l'avait pas vu, hein, mais il y avait un petit côté de on sait très bien comment ça va se passer et ça s'est passé exactement comme on l'avait prévu, hein, je pense. Il y avait pas vraiment de surprise. Ils ont réussi à m'accrocher et j'ai été étonné de Statlander parce que on est sur quelqu'un qui vraiment a beaucoup fait à créer ses statistiques et son ranking sur Dark et Dark Elevation. Et donc les shows qui sont gratuits sur YouTube. Et c'est vrai que du coup ça a permis à elle en tout cas de mettre un spotlight sur sa physicalité et sur ses qualités in-ring. Orange Cassidy du côté de Statlander quand même hein, pour la pop. C'est vrai, il était là. À un moment on va lui mettre un petit coup de pied au derge, il va lui mettre son juice
Pour les jeux de mots interdits. Il va lui mettre un petit coup de juice au bord du ring pour lui dire de remonter sur un compte de 9 à l'extérieur. Et d'ailleurs, ça fait bizarre de voir Orange Cassidy s'énerver pendant 15 secondes comme ça. Mais en fait, c'est vrai que le côté avec les managers à côté du ring, ça fait un petit peu Dynamite, quoi. Ça enlève le côté solennel de All Out. C'est ça. Qui ça est normalement le plus gros show de l'année de l'AEW. C'est ça. Donc ça catch, mais voilà, si vous n'avez pas le temps de tout regarder, parce que le show est quand même assez long, le match a duré 11 minutes, mais c'est 11 minutes que vous pouvez passer. Pour le résultat, Britt Baker, DMD garde la ceinture. C'était assez prévisible. Aujourd'hui, peut-être le meilleur match pur catch de Britt Baker quand même. Ouais, c'est vrai. Catch. C'est vrai. Sans Et c'est là où c'est dommage, parce que c'est vrai que dans la carte peut-être placée à ce moment-là, bah au final ça lui a pas fait valeur. Bon. Ouais, mais au final c'est peut-être la bonne place en termes de rythmique dans le show global. Quand vous allez voir ce qui se passe après, je pense qu'effectivement il n'y avait pas d'autre endroit où le caler. Et c'est vrai que bah, là c'était quand même assez fun. Il y a personne à la IW aujourd'hui pour la battre, honnêtement, je le dis, mis à part des gens qui ont déjà gagné. Et tel qu'est construit actuellement, par exemple Hikaru Shida, on la voit pas à la télé, donc un catcheur qu'on voit pas à la télé, on l'oublie un peu et on oublie qu'il est fort. C'est aussi un peu le problème qu'avait Statlander. On la voit très peu à la télé et catcher, donc pour l'instant personne n'est construit. Il faudra pas oublier, c'est Thunder Rosa, je pense. Je pense que tout le monde a ça en tête. On en parlera, ouais, je pense quand on fera la Battle Royale, puisque c'est Thunder Rosa et une autre personne qui sont construits comme les futurs opposants pour Britt Baker. Thunder Rosa qui avait battu Baker lors du Unsanctioned match, qui était le meilleur match. Elle qui finit over, mais il faut pas oublier que c'est elle qui gagne. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc on va passer à l'étape suivante, qui est certainement, je pense qu'on peut s'accorder le meilleur match de la soirée. Vraiment. Ouais, même plus. Ouais, même voilà. Plus. Et on va parler du match pour la ceinture par équipe de la IW contre les Young Bucks, qui étaient les champions, contre les Lucha Brothers, qui avaient gagné un mini-tournoi pour aller les battre en finale, donc lors d'un match en cage. Pourquoi un match en cage ? Parce que les Young Bucks ont eu la fâcheuse tendance de se faire aider, notamment par Gallows et Anderson, les champions de Impact, donc d'une autre compagnie, qui font partie de The Elite et de Ronald Cutler, leur goof, leur caméraman à la base, qui les suit partout et qui les assiste avec leur humidificateur personnel. Donc match de deux styles qui... ces deux équipes se sont déjà rencontrées. Ces deux équipes qui ont eu un match phénoménal avec la Escalada de la Muerte. Il y a un an, je crois. Un an et demi. C'était leur 9e opposition. Voilà. Donc c'était les deux premières équipes à avoir été recrutées à la IW. La division est construite autour de ces deux équipes-là, il faut le dire, à la base. Les champions Young Bucks, donc qui en étaient à déjà plusieurs défenses, mais là qui étaient à leur première défense sérieuse, en cage, contre une équipe qui, comme eux, sont des high flyers. Et là, je sais que toi, ça a été le moment où tu as eu la plus grosse mimole de l'année, donc je vais te laisser... Ah non, pourquoi demi la question, je vais te laisser en parler et on va boire tes paroles. En fait, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai revu le match 5 fois depuis qu'il a eu lieu. Moi, je fonctionne un peu comme ça, de manière compulsive. Quand je vis un grand moment de sport ou d'émotion, j'aime bien le continuer à le faire vivre durant plusieurs jours derrière. Là, je l'ai revu et en fait, je voulais tenter un petit exercice de style qu'on appelle du play-by-play, qu'on n'a jamais fait tous les deux, mais j'ai envie de me tenter à ça. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à nous le dire non plus, comme ça, on le fera plus. Et puis, comme ça, on le fera plus. On s'embêtera plus avec mais ça. Oui, voilà. Mais bon. Voilà, donc on va commencer déjà par première chose, la foule est toujours à Burn avec la victoire de Britt Baker. L'intro, d'habituellement, je n'aime pas les lives musicaux de rappeurs dans les intros de... J'avais oublié ça.
Globalement, Muelas de Gallo arrive, chante le thème, c'est Cero Miedo qui est le thème d'entrée des Lucha Bros. Ça passe bien parce qu'ils ont mis 4 danseurs qui font juste ça, qui font des petits moves. Et eux arrivent. Ça incluait le public. C'est avec le symbole Cero Miedo, ça incluait le public et ça a été assez court. Donc moi je sais que ça et eux, m'a ils arrivent beaucoup en plus plu. avec des coiffes aztèques sublimes pour le coup. Ils arrivent en rythmique et j'ai marqué texto dans l'œil de Rey Fénix, on sent qu'il y a quelque chose. On sent, franchement, d'habitude, il arrive, c'est vraiment Penta qui attire la foule et qui fait chanter les mondes. Et dès le début, on voit dans l'œil de Phoenix que là, lui, il est prêt pour quelque chose de grand. Il a l'air habité dès le départ. Entrée classique des Bucks juste derrière, et il y a juste Cutler qui reste pas loin avec le fameux ça et les cotillons qui volent par-dessus. Très belle moustache à la moustache intégrée à la barbe de Nick Jackson. Il s'est fait une couleur blonde, mais j'aurais jamais elle a eu osé, le Kogan, c'est vraiment impeccable. Ces deux équipes qui ont un style qui est assez, visuellement, on a d'un côté le côté très flamboyant, et d'ailleurs c'est la gimmick des Bucks, en particulier quand ils sont heel, quand ils sont méchants, où c'est les flambeurs, ça va coller, ils ont des survêts panthères, ils ont des froufrous aux jambes, voilà, ils ont des bandanas de couleurs avec des perles, des piercings un petit peu partout, des chaussures Air Jordan à 5000, 6000 balles, etc. Contre deux luchadors purs et durs, avec les masques, avec les coiffes là, avec les surmasques comme ils font souvent, mais des couleurs assez sobres, etc. Donc on a deux styles comme ça, et dans le ring par contre, c'est voilà, là, les 4 ensemble, c'est voilà. Petite précision, c'est leur 9ème opposition et les Lucha Bros ont l'avantage sur les Bucks. C'est peut-être la seule équipe au monde à avoir l'avantage sur les Bucks. Ils en sont à 5 victoires, 3 défaites. J'ai marqué avant toute chose, juste avant, j'ai marqué Justin Roberts, je t'aime. Ouais. Parce qu'il balance Justin Roberts, pardon, c'est l'annonceur. Rey Fénix, pendant 20 secondes, le R, il le tient. C'est l'annonceur sur le ring, vous savez, le Ready to Rumble, tout ça, c'est lui qui le fait. C'est un ancien de la WWE, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui le connaissent et qui avaient été lassés, et il fait un travail phénoménal à la IW pour jouer sur la hype. Et là, il a vraiment bien annoncé les deux, et il s'est mis au diapason de l'ambiance générale, que tout le monde est à bloc. Les deux équipes se retrouvent face à face, Penta fait ça, la foule explose. Ça dure 30 secondes, tout le monde, Cero Miedo, clap. Et ça n'arrêtera pas pour les 25 minutes quasiment de match. 22 minutes, ouais. 22 minutes, ouais. 22 ça va jamais arrêter, quoi. C'est parti. On commence par une brawl, les Lucha Brothers s'enchaînent par une combinaison dans le coin, ça part à 2000, la caméra galère sa mère. Rey chope le bras de Matt, Nick celui de Penta, les deux se retrouvent au coin, montent sur la 3ème corne, avalanche sur Hurricanrana, ça enchaîne sur Matt, et le duo latino place le package pile driver pour le save de Nick sur le compte de 2. 1 minute de match. Voilà, pour vous donner un petit peu l'intensité qu'il va y avoir tout le long. Les deux sont placés au milieu. Una, dos, tres, boum. Ils placent les deux. Ils passent les deux frérots sur les prones. Double spear qui vont les éclater contre la cage. Ils veulent s'échanger les victimes, mais sont esquivés par les Bucks qui reprennent le dessus. Un petit combo sur Rey, boomerang, coup de pied de mule, il le maintient devant lui, double stomp, roulade en avant, enchaîné avec un backstabber sur le coin opposé sur Penta. Deux Young Bucks célèbres, Matt Jackson est un génie du mal, parce que là vraiment il va commencer à cabotiner et il va le faire tout le match et ça va être génial. Penta se bloque entre la cage et le ring et prend 2 coups de latte bien viciés en pleine tronche et un qui va vraiment prendre sur la commissure du grillage et la structure du ring qui je pense va commencer à le faire saigner. Ensuite on a un powerbomb, Rey est envoyé sur la cage, Matt Jackson est toujours un génie du mal. Rey est en position pour une deuxième powerbomb mais il est contré avec un Rana. Penta revient avec 2 Sling Blade et enchaîne avec un backstabber dans le coin. Rey tourne le bras de Nick, Atemi monte sur la corde, s'appuie sur la cage, lâche le bras de Nick en l'air, retombe sur Matt et fait un bras à la volée. On est à 6 minutes de match, je suis à 28 de tension, en sueur et je pop à absolument tout. Ça s'esquive, puis backbreaker rotatif, je sais pas comment l'appeler quand ils le mettent en l'air, il le fait tourner, il le fait retomber sur le genou. Il a défoncé. Voilà, il le fracasse.
de Penta sur Nyx. Les Bucks sont de nouveau au milieu. Una, dos, tres. Esquiver les deux pieds, ça fait ça. Au milieu, ça claque bien. Cutter de Nick sur Ray. Roulade avant de Penta. Cutter sur Nick. Et après un contre, Matt passe un stunner par-dessus Penta en s'appuyant sur le coin. Et en vrai, ce mec, c'est Lucifer. Hein, parce que pendant qu'il est en l'air, il annonce un See you in hell. Et il le claque au sol. Les champs vont... les champs vont vers Ray. Cabriole, esquive, qui se termine par un double stunner de Ray incroyable. Made in Japan des Lucha Bros pour un compte de 2. This is awesome, 7 minutes 30 de fight, je suis en apnée. Les Bucks reprennent le dessus. Combo sharpshooter, German suplex. Ray, alors la German suplex, elle est très très lente, il va vraiment l'éclater sur le bord du ring. Ray arrive quand même au dernier moment, Ray arrive quand même au dernier moment à mettre un coup de latte pour casser le sharpshooter et éviter la soumission. Senton assisté de la troisième corde par Nick pour compte de 2. Ray prend un double super kick en l'air. Combo Tombstone Senton, compte de 2. Ray se retrouve seul au milieu. BTE Trigger esquivé et les deux genoux claquent comme ça. Ils mettent en place Ray pour leur Meltzer Driver, qui est leur prise de finition. Ray s'en sort, contre-attaque et low blow du Shetan. Penta arrive, deuxième low blow du Shetan. More bang for your buck sur Ray, sauvé par Penta. Et là, la hit s'installe, finit le spot fest, passe à la dramaturgie. Les Bucks tentent d'arracher les masques des luchadors. Penta commence à bien saigner, son selling est grandiose. Il regarde la caméra, il y a le sang qui coule à travers, et il est comme ça. T'as vraiment l'impression qu'il est à l'agonie. C'est l'heure de la carte secrète face cachée. Cutler, ce gros Sakam, balance par-dessus... Le Sakam. Le Sakam, justement. Avec dedans une magnifique Jordan avec une semelle toute punaisée. C'est vraiment un truc du Moyen-Âge, quoi. T'as vraiment l'impression qu'il y a un truc du Moyen-Âge. J'ai jamais vu autant de crampons sous une chaussure, quoi. C'est incroyable, ouais. Et pourtant, on s'y connaît en chaussures. Et pourtant, on s'y connaît. Mephistopheles l'enfile, s'apprête à atomiser Ray. Penta s'interpose et le supplie de prendre le coup de pompe. Contact. Penta est ensuite envoyé face première sur la chose et il reste accroché dans le coin avec Matt qui reste la jambe tendue et Nick qui appuie la tête. Le cuir chevelu reste accroché, ça commence à saigner abondamment, à tel point que quand il le retire, il y a une flaque sur le tapis du ring. C'est une des raisons pour laquelle je peux pas vous montrer les images du match au fur et à mesure, parce que c'est un petit... c'est sanglant. Ray se relève, super kick clouté, puis Poison Rana, BTE Trigger sur Penta, 1, 2, save à 2-3 quarts, la salle explose. Moi, j'ai arrêté de parler depuis... je suis comme ça. Ray rentre en mode furie, et nous aussi, devant l'écran. Matt prend sa chose à la main, tente de frapper Phoenix, esquive, Rana, super kick sur l'autre frère, spinning kick de la troisième dans le coin sur Matt, corpse kick sur Nick, il prend la chaussure, coup dans la gueule de l'aîné, puis sur le cadet, toujours dans le coin, et là j'ai marqué un gros chais, parce que ça fait du bien de, pour une fois, voir leur gimmick de on arrive à gagner en cheatant quoi qu'il arrive, se retourner contre eux. Il récupère Matt par-dessus les épaules, backfire driver pour compte de 2, nom de Dieu. Ray et Nick ne sont pas dans un bateau, mais sur la grille, ils sont récupérés chacun par le grand frère d'en face. Ils se placent pour un double pipe driver monstrueux. Post-scriptum, Matt arrive encore quand même à troller ici, en imitant le Cielo Nero face à face au mec, juste avant de planter la tête de son adversaire. Matt et Penta se règlent à grands coups de poing dans la gueule au milieu du ring. Ils montent dans un coin parce qu'après tout, c'est quand même mieux d'être dans un coin que sur le sol comme le commun des mortels. Et là, Avalanche Canadian Destroyer, vendu à la perfection. Le public n'en peut plus. Je pense qu'on est à d'autres sphères. Et moi, je vais faire une pause parce que là, vraiment, déjà, ça va être pour souffler un tout petit peu parce qu'il reste encore des choses derrière. Et toi, Kevin, moi, je voulais savoir cette prise-là. Quel effet elle a eu sur toi quand tu l'as vue? Moi, j'étais estomaqué. Elle est parfaite pour moi. Moi, j'étais estomaqué. J'étais là,
Là, en fait, ce match, comme tu le décris, alors on est désolé pour ceux qui connaissent un petit peu moins, on vous conseille vraiment de voir ce match et vous pourrez comprendre. Et d'ailleurs, ça serait une bonne façon d'avoir les termes, etc., d'avoir un peu l'idée. Je pense qu'on vous fera aussi une session où on fera vraiment le catch pour les noobs, où on prendra le temps d'expliquer tous ces termes et tout ça. Mais là, on peut pas. C'est trop chaud. On est trop chaud par rapport à ce qui est en train de se passer. Quand vous voyez le match, vous comprenez que c'est trop chaud, qu'il y a trop de trucs techniques. Exactement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a eu, dans ce match pour l'instant, il n'y a eu que très peu de temps d'arrêt, et pour autant, ils se sont pas juste mis des coups, ils ont raconté une histoire. Et c'est assez formidable. On a vraiment deux frères qui se battent contre deux frères. Et on parle vraiment des frères de sang, c'est pas une gimmick. C'est des vrais frères, vraiment les vraies familles est formelle. Donc c'est vraiment une baston où t'as le grand frère qui vient défendre le petit frère, ou dans une autre équipe, t'as vraiment un frère qui est machiavélique et l'autre qui est un petit peu moins, voilà, mais qui suit ce que fait apporte autre chose, suit, etc. Donc voilà. Reprenons la suite du combat. Donc les 4 sont morts, il y a du sang, de la fatigue. Ils se relèvent tous difficilement. Alors là, il y a 3 trucs. Il y a concours d'Athémie. Ils se mettent tous des gros chops dans la gueule qui résonnent dans toute la salle. Concours de super kick. Donc là, ils commencent à se mettre des grands coups de latte, voilà. Donc vu que c'est pas suffisant, ils tombent tous un par un. Et là, c'est concours de saut carpé avec super kick. Et qui se termine par une double clothesline, donc une double corde à linge entre les deux grands frères. Tout le monde est au sol. Là, c'est quand même une belle expérience d'orgasme collectif. Hein. On entend toute la salle qui kiffe vraiment tout ce qu'ils sont en train de voir. Et à chaque coup, c'est vraiment une réaction pleine. Phoenix nous gratifie d'un circle kick après avoir pris appui sur la cage. Donc circle kick, c'est vraiment la jambe qui se balance comme ça. Phoenix, il a vraiment pris possession de la cage. Et il a vraiment montré tout son potentiel durant ce match-là. Major Driver des Lucha Brothers sur Matt Jackson, sur Nick Jackson, sauvé par Matt au dernier moment. Et puis maintenant, il y en a marre, hein, Phoenix monte en haut de la cage. Parce que voilà, il y a un moment, il fallait bien que ça arrive. Nick tente d'aller le rattraper. Au-delà dans sa gueule en équilibre. Et c'est l'heure. Crossbody. Pas en se laissant tomber, en sautant. Savoir que la cage de Elite Wrestling est plus haute que les cages que vous êtes habitués à voir à WWE. Il saute sur les 3 en bas. Il se relève. Package Pile Driver. Dans la folie la plus totale. 1, 2, 3. Victoire des Lucha Brothers. Nouveau champion. Match de l'année. Exactement, je vous montre là une image donc des Lucha Bros avec les ceintures. Ce match c'était la folie et c'est vraiment l'expression même de ce que la AEW au travers des frères Jackson, marrant de dire ça comme ça, des Young Bucks, qui sont venus en disant on va vous présenter la meilleure tag team division du monde, et quand tu vois des matchs comme ça tu peux que dire bah vous avez réussi les gars, hein. C'est juste formidable quoi. Ce match est une bombe, il y a tout dedans, il y a du drôle, il y a du high fly, il y a ça tape, il y a de l'histoire, il y a les gimmicks qui s'expriment, il y a ce qu'on appelle de la couleur, puisqu'il y a du sang, donc c'est voilà, il y a aussi un petit peu de couleur. On dit que c'est colorisé en anglais, hein. C'est pour ça qu'on parle de ça. Donc il y a de la couleur dans ce match, il y a tout, il y a le public qui est à fond derrière, enfin tous les éléments sont là pour avoir un match à 5 étoiles. Ça catch 100%. Si vous devez en regarder qu'un de cette soirée-là, regardez celui-là. Il n'y a qu'un seul match de catch de l'année, c'est celui-là qu'il faut regarder. Vraiment, regardez ce match. C'était grandiose, c'était formidable. En plus, il y avait vraiment ce côté exceptionnel de cette rencontre, puisque des cage matchs, il n'y en a eu que 2 à la AEW jusqu'alors. Il y a eu le Blood and Guts qui avait été et qui pour le coup était un petit peu différent parce qu'il y avait 2 rings à l'intérieur, et l'autre c'était Cody Rhodes contre Wardlow, qui aussi avait pas mal délivré, et voilà. Moi je veux juste mettre un petit hola là-dessus, voilà. Non, je mets pas un hola sur le match, pour le coup, t'as parlé de la production tout à l'heure, les cages à la AEW, tu sens qu'elles sont dangereuses.
Alors, mais il joue avec. je comprends le fait. Avec. Non mais je comprends parce que c'est vrai que à la WWE, les cages maintenant on les connaît, on connaît les soft spots, on sait voilà, etc. Il y a pas de souci. Mais on le voit là sur l'image, si vous regardez un petit peu les barres qui tiennent entre elles, les grillages, sur certaines images où on zoome, on voit les vis qui dépassent, on voit les bolts, on voit que c'est des parties qui sont potentiellement coupantes. Et moi personnellement, tu me connais, j'aime pas spécialement quand les catcheurs se font mal. J'aime pas les catcheurs quand. En fait, j'aime l'idée que c'est faux. Voilà. J'aime l'idée que c'est maîtrisé. Et en fait, quand je vois la cage qui bouge au point qu'un catcheur pourrait se retrouver coincé entre la cage et le apron, quand je vois que si les mecs ils visent mal, ils se cognent la tête, ils peuvent se fracasser, s'ouvrir, se crever un œil, ça met une côté gêne en moi. Mais le truc, c'est que ce côté exceptionnel d'avoir cette cage, le fait qu'elle est dangereuse et qu'on le voit qu'elle est dangereuse, ajoute aussi à ce côté fantasme de ce match qui était génialissime. Ils se sont donnés, ils se sont mis réellement en danger. La preuve, il y en a un qui finit vraiment éclaté en sang. Regardez ce match. Juste regardez ce match. Regardez ce match. Votre bien, hein, c'est vraiment, idées. je pense que ça peut vous faire du bien. Hein. Regardez-le Votre pas bien, avec papa et maman, regardez-le pas avec les enfants, mais regardez le match et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire énormément de bien. On va enchaîner. Alors juste un tout petit détail. Rey Fénix a quelque chose. Vraiment. Là dans les 4, c'est lui qui est ressorti au-dessus des autres parce que c'est lui qui a apporté ce rythme et ce côté. Il a rien raté du match. Parce qu'en plus, techniquement, tout est clean hein, dans le match. Hein. Ça, faut non, mais c'est clair. C'est clair. De toute façon, si vous aimiez, pour les néophytes, si vous aimiez tout ce qui était Rey Mysterio et compagnie à la WWE, regardez Penta et Rey Fénix qui sont adoubés de toute façon par Rey Mysterio parce qu'ils ont été ensemble c'était à All In le premier show, ils étaient dans la même team, dans le même trio, etc. C'est vraiment la génération qui a vu Mysterio et qui aujourd'hui vient et veut être encore au-dessus. Et pour moi, ils y arrivent. Ils sont à un level qui est fantastique. Si vous aimez la lucha mainstream, vous allez aimer les Lucha Bros et j'ai hâte de les voir défendre contre des équipes comme Santana et Ortiz, comme PTR qui ont un style qui est beaucoup plus grounded et les Men of the Year qui sont aussi pas mal et peut-être des teams avec les nouveaux arrivants qui peuvent se former. Il y a toujours meilleure division tag du monde et vraiment et même si il y a encore des choses qui peuvent être améliorées en termes de parce qu'on voit tout le temps les noms qui reviennent, etc. Mais il y a vraiment des matchs de folie qui sont à attendre et ça va être excellent de chez excellent. Il n'y a rien qu'à voir le tournoi, hein. Le match contre Jurassic Express, c'était génialissime, donc voilà. Et on va enchaîner parce qu'on est déjà à 42 minutes et on vous remercie d'être avec nous depuis ce temps-là. Si vous êtes encore là avec nous, mettez-nous un petit partage, mettez-nous un petit like, ça nous aide. Mettez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous aimeriez, si vous avez aimé cette séquence, si vous voulez qu'on en refasse, si vous voulez qu'on le fasse mais de façon plus abordable pour vous si vous ne connaissez moins le catch, etc. Voilà, dites-le nous, ça nous intéresse. On fait cette discussion pour nous à la base, mais on a envie de vous inclure dedans. Le but de ce podcast, c'est de partager notre passion, d'en discuter nous deux, parce qu'au final on en discute avant, mais pas autant en profondeur, donc c'est aussi l'occasion pour nous d'en discuter, mais on veut vous inclure là-dedans, donc n'hésitez pas à nous dire comment est-ce qu'on peut vous inclure, afin qu'on soit le plus inclusif, comme ça fait 3 fois que je dis le mot dans la même phrase. D'où lourde tâche pour le match suivant, et c'est pour ça que ça a été un match à gimmick. Donc c'était la Casino Battle Royale. Il fallait souffler un peu aussi, quand même, parce que là... pour nous faire souffler, donc un match un petit peu plus long, même si c'est des Battle Royale qui vont assez vite. Là, on était sur du 22 minutes, donc autant au même temps. Donc, le Casino Battle Royale, c'est un petit peu le pendant... donc, la Battle Royale, pardon, je vais juste en expliquer les règles très simplement. C'est un match à adversaires multiples, en chacun pour soi, où pour être éliminé, il faut être envoyé
envoyer par-dessus la 3e corde et toucher le sol avec les 2 pieds. C'est un match qui avait lieu déjà 2 fois avec les hommes, si je ne me trompe pas. Oui. Et c'est la première fois que l'AEW le faisait avec la division féminine. Donc il y avait 22 participants, je crois. C'était 21 participants plus le Joker. Puisque c'est 4 groupes de 5 catcheuses, puis un Joker, puisqu'en gros, la gimmick, pour que ce soit différent du Royal Rumble, puisque c'est un concept déposé, le principe là, c'est que les catcheurs arrivent 4 par 4. Donc en gros, ils ont tiré une carte d'un jeu de cartes avant la séance, et on tire au sort trèfle, cœur, carreau ou pique, et ils sortent s'ils font partie de cette couleur. Puis en dernier arrive le Joker, et le but est d'être, c'est une Battle Royale, hein, vous connaissez Fortnite, le but c'est d'être le dernier en vie. On va, je suis en train de faire des bêtises avec mon affichage, donc je vais arrêter de faire des bêtises. Voilà. Qui a gagné ? Eh ben le Joker qui est Ruby Soho, anciennement connu comme Ruby Riott, qui a été relâché par la WWE cette année. Et Lady Lovelace, pour ceux qui la connaissent encore. Voilà, et qui était pas du tout utilisée par la WWE, alors que c'est une femme d'expérience. C'est une catcheuse qui a roulé sa bille sur le circuit indépendant pendant des années, et qui a encore énormément de choses à montrer, et qui était sous-exploitée à la WWE. Elle était attendue, mais elle a eu le droit à un pop fantastique, alors que on était fatigué du match d'avant. Elle a eu un pop formidable, elle est rentrée sur le ring, elle a gagné donc à la fin d'un tête-à-tête contre, on en a parlé tout à l'heure, Thunder Rosa, qui donc sont mises en avant comme le futur de cette division féminine. 2 femmes d'expérience qui ont aussi beaucoup à apporter pour le jeune roster, puisque le roster féminin, qui est très développé, reste quand même très jeune à la AEW. C'est un match qui était cool, mais pour moi, ça passe pour une bonne et simple raison. Ce format ne marche pas. Le format ne marche pas parce que le principe des Battle Royale, et c'est le grand succès du Royal Rumble, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent très peu le catch, mais qui regardent tous les ans le Royal Rumble, parce que il y a ce côté fun de toutes les 2 minutes, je sais plus exactement comment c'est, on a un compte à rebours. Dépend de la production en général. Voilà. On a un compte à rebours, et puis la musique, un catcheur qui rentre, il rentre dans le ring, il a 30 secondes à lui où il peut éclater tout le monde, puis après ça repart sur le brawl, etc. Puis ça continue, et ainsi de suite. Là, on a le droit à un affichage de cartes. On sait pas quelles cartes ont été tirées, donc on peut pas avoir d'anticipation pour ça. On voit sur l'écran tirage de cartes, ok, l'annonceur qui fait et c'est le cœur. Et là il y a une musique. Catcheuse qui court sur le ring, elle arrive, elle met un coup, musique, deuxième catcheuse qui arrive, elle court, elle arrive, elle met un coup, etc. Ça va trop vite. On n'a pas le temps de mettre avant. C'est mal filmé parce que ça va trop vite. Parce qu'en fait, sur le ring, ça continue à se taper alors qu'il y a une entrée, etc. Donc en fait, il y a ce sentiment de rush pendant 2 minutes où tout le monde rentre, puis il y a un moment de blanc, puis ça recommence, etc. Au final, il n'y a rien qu'à voir le pop qu'il y a pour la dernière personne qui a le temps de mettre son entrée, etc. Ruby Soho, elle a pu se régaler, montrer sa veste où c'était marqué je suis de retour à AEW, etc. Machin. C'était formidable. Voilà. Pourquoi ? Parce que elle a eu le temps de le faire. Alors que tous les autres, eh ben en fait, tu les sens un peu rabaissés, ils ont moins d'importance parce qu'ils n'ont pas leur entrée, parce qu'ils peuvent pas prendre leur temps, et parce que sur le ring, ils n'ont pas leur temps. Donc pour moi, ça passe parce que je veux que l'AEW change ce format. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire autrement pour associer
Parce que la IW a beaucoup cette image associée au casino qu'ils ont choisi et qui, pour le coup, marche bien. Mais il y a beaucoup d'autres façons de le faire. Rien que sur le tirage de cartes, vous pouvez garder ça, mais à ce moment-là, bah, c'est des cartes unitaires et puis on tire une carte et on voit les gens qui rentrent. Mais à ce moment-là, il faut qu'on sache qui a tiré les cartes et à ce moment-là, on peut anticiper de dire ah ouais, comme au blackjack, compter les cartes, dire en plus, il y en a 21. Enfin, je veux dire, on peut passer sur un truc, sur un système comme ça. Mais de dire, ouais, ok, alors j'ai compté. Là, on a tiré les petites cartes, mais on n'a pas encore vu sortir les kings, les queens, etc. On peut avoir cette anticipation-là. Ou alors, tout simplement, moi, ce que je propose, c'est de jouer à la roulette, de faire tourner la roulette. Chacun a un numéro. La roulette qui sera rigged, évidemment, mais il y aura cette petite animation de la roulette qui tourne, le numéro qui sort, et on sait quels sont les numéros. Et on fait rentrer les gens, et je pense qu'on peut très facilement booker autrement tout en gardant cette gimmick de casino battle royale. Je pense qu'on peut faire ça beaucoup mieux pour mettre en avant les catcheurs et pas avoir simplement un match de transition entre certes un très bon match et ensuite un match ultra attendu. Mais voilà, là pour moi ça allait pas, donc voilà. Je suis trop content que Rubiso gagne. J'adore ce moment où elle gagne et Bryson, je sais jamais comment dire son nom, l'arbitre que vous voyez sur le ring, vient pour lui lever la main et elle le regarde, elle lui dit I'm back, et il la prend dans ses bras et ensuite il lève le bras. C'est deux amis qui se retrouvent sur le ring. C'est le petit nugget comme ça de ce match qui, ça, tu vois, j'en parle, ça me donne des frissons. C'était cool, mais le format, non. Donc pour moi, ça passe. Et on passe à la suite, à moins que tu aies quelque chose à dire là-dessus. Hein. Non, ça passe pour moi aussi. C'est le seul intérêt, c'est le Joker. En dehors de ça, ça n'a aucun intérêt. Exactement. À la limite, regardez juste le duel de la fin qui est cool. Et j'attends de voir un vrai match entre les deux. Ça sera super sympa. Oui, ça sera un bon match. Et j'aimerais bien aucune sort gagnante en dehors des deux dernières. Quoi. Exactement. Match suivant. Le rematch du rematch. Oh, c'est le troisième. Le quatrième. Oui, quatrième, pardon. Jericho contre MJF, le top heel contre le... Bah non, MJF c'est le top heel. Ah non mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est le top heel. Contre Jericho, ancien mentor, ancien champion de partout, homme aux 50 gimmicks, homme aux 1002 soumissions, Jericho, chanteur de rock, etc. Son entrée, comme d'habitude, le public à fond qui chante Judas. Moi, j'étais chez moi, je chantais Judas. Objection, c'est de la merde de jouer les notes, de jouer les paroles à la guitare. Oui, ouais, ça, je suis désolé. Ouf, hein. C'était pas dingue, hein. C'était autant laisser le public le chanter, et en vrai c'était formidable. Bon, moi j'ai un peu alors c'était un bon match, mais j'ai un peu passé sur le match parce que revu. Pour moi ça catch, et c'était surtout le problème, c'est qu'ils ont fait une faute habituelle de certaines promotions, c'est quand tu mets la carrière d'un catcheur en jeu. Oui, parce que, Internet, pardon, on l'a pas dit, mais si MJF perdait, si MJF gagnait, Jericho ne combattait plus pour la IW. C'est le final fight. Ça. Et surtout, c'est la fin du match, en plus. La fin du match, pour le coup, c'est vraiment de la WWE, en termes de production. Voilà. Hein. C'est ce qu'on appelle de l'overbooking, c'est-à-dire un booking, c'est un match classique. L'overbooking, c'est quand on va rajouter des couches de narration supplémentaires à quelque chose de très classique. Donc, et là, clairement... pour spoiler ce qui s'est passé, MJF pin Jericho au bord des cordes, et au moment du 3, en fait, Jericho avait son pied sur les cordes, ce qui normalement aurait dû arrêter le compte, mais l'arbitre ne pouvait pas le voir. Donc l'arbitre, la musique, tout laisse à penser que MJF a gagné, et là pour le coup on est tous estomaqués, on se dit Jericho il va vraiment lui faire arrêter sa carrière sur ce match, en plus sur ce match qui était pas ouf, sur ce finish, et on est en mode mais voilà, et là il y a eu quelque chose qui s'est passé, moi là j'étais pris, et là on a un deuxième arbitre qui débarque et qui dit non, il est sur les cordes, il faut que tu relances, etc. machin, il y a la VAR quoi. Chose qu'on voit très rarement, mais pour le coup, moi qui me plaît, parce que ça amène un côté sportif. On s'est planté, on revient sur la décision. Cet arbitre-là est gimmické comme le chef des arbitres.
Donc, Oui, c'est vrai. voilà. Non, Oui, je crois que c'est lui le responsable des arbitres. C'est elle. C'est elle ou c'est lui du coup? C'est elle du coup? Je D'accord. crois que c'est elle parce que c'est elle qui doit écrire le rulebook normalement, mais peut-être que c'est lui, je sais pas. Mais en tout cas, c'était les deux arbitres les plus Ouais, présentés les plus comme les influents. plus expérimentés et influents Ça. qui étaient là. J'en ai oublié son nom. Aubrey Edwards, Aubrey. qui Aubrey, est ouais. un arbitre de dingue, qui est une arbitre féminine, c'est celle que vous voyez sur la photo. Ouais. Elle est excellente dans sa gimmick. Donc là, c'est pas pour rien que Jericho ne se fait arbitrer que par elle à l'AEW. Et il est très picky sur qui arbitre ses matchs. Et c'est quelqu'un qui donne de sa personne, qui est vraiment un personnage sur le ring. Et là, pour le coup, Ça. elle a été un personnage, mais je suis désolé de dire un petit peu trop. Et donc, on restart le match. MJF était en mode non, mais j'ai gagné. Et comme l'a très bien dit un autre analyste que j'ai écouté, en fait, bah, ce qui est vendu, c'est un petit peu l'adrénaline de MJF qui est redescendue et Jericho qui finalement va réussir Expérience. à retourner la situation et à gagner le match. Le truc, c'est que Jericho est présenté comme un babyface, donc ça faisait aussi un babyface win, qui était aussi cool, très bien. Ça a rajouté au côté feel good qu'on a eu depuis le début sur ce pay-per-view. J'ai pas grand chose à dire sur le match en lui-même. C'est un match qui est assez. C'est pas deux high flyers, mais c'est quand même des personnes. On a vu MJF taper un moonsault. Ce qui est assez rare. Oui. Et en fait, Ça, ils ont mais... un style qui va vraiment bien ensemble, puisque les deux sont assez proches du sol, mais savent s'élever aussi. Et beaucoup de soumissions, beaucoup de tentatives de triche. Il y a eu de la triche pendant ce match, des deux côtés. Et donc, c'est un match à regarder, mais c'était pas le meilleur match de la soirée, loin de là. On peut quand même admettre que c'est le troisième quinquagénaire qui vient au ring ce soir. Oui, c'est vrai. et le troisième mais qui sait encore faire. Moi, je veux bien être comme Jericho, même s'il commence à prendre un peu du gras, mais moi, je veux bien être comme lui. Voilà, il y a pas de souci. Mais c'est que quand on voit Jericho faire son Lion Salt encore à son âge. Lion Salt, c'est un salto en prenant appui sur la corde du milieu. Son ancienne prise de soumission. Parce qu'au départ, Jericho, il y a 20 ans de finition. ça. J'ai dit finition, non? T'as dit soumission. Oui, pardon, merci. Ou j'ai entendu soumission. Dites-le nous en commentaire. Non, mais on va pas s'éterniser. En vrai, non, mais juste. Vas-y, pardon, excuse-moi, je veux pas te couper. Un high flyer. Jericho à la base c'est un high flyer, il a été gimmické comme ça quand il est arrivé à la WWE parce qu'il y avait une génération de high flyers à la WCW qui avait ramené un petit peu de la technique dans cette fédération qui se perdait. Et lui il faisait partie de ça, mais c'était peut-être le moins spectaculaire de tous. On se rend compte quand même qu'il a gardé 2-3 vieilles habitudes et c'est agréable quand même de voir ça. Et que pour 53 ans encore être capable de faire ça. On sent quand même arriver un petit peu la fin. Oui, la retraite. Oui. On le sent arriver et c'est pour ça que une part de moi y a cru quand MJF a gagné et je me suis dit ça sera cool parce que ça va quand même lui laisser du temps de micro et puis la IW ils tiennent leur gimmick en disant s'il dit qu'il catche plus, il catchera plus mais derrière il peut encore manager les jeunes, il peut encore commenter etc. Donc j'y ai cru. En ça le match est bien fait mais c'est vrai que l'AEW est une fédération qui fait pas des finishes aussi complexes que ça, généralement qui met un point d'orgue à ce qu'il n'y ait pas de disqualification, à ce que ce soit un match qui se finisse clean. Et là, j'ai pas eu le sentiment d'un finish clean, malgré que c'en est un, hein, il gagne, voilà. Mais le côté bon, voilà. C'était peut-être que c'était mal filmé, peut-être que c'était mal mis en avant, je ne sais pas, mais en tout cas, on aurait pu faire mieux, et voilà. Je vais passer, parce qu'on est déjà à 57 minutes, et il nous reste 2 matchs, parce qu'on parlera pas de Paul White, je pense, mais il nous en reste le match le plus attendu de la soirée. Ça a coupé, je t'ai perdu. On passe au match le plus attendu de la soirée. Je dis le plus attendu parce que c'était pas le meilleur, vraiment. Mais le match le plus attendu de la soirée, CM Punk versus Darby Allin, c'était le match qui a fait à tout le monde acheter le pay-per-view. C'était le match moins les places dans l'arène, ou les places dans l'arène. On était à Chicago, c'était le retour de 7 ans d'attente avant que CM Punk entre sur le ring. It's clobbering time, ça m'a fait un plaisir de ouf de l'entendre le dire. Mais par contre, le pantalon, frère. Bon, bref, on va pas parler de ça.
C'est quoi? Bah quoi, il a mis un C'est pantalon. un gear avec ses symboles. Et est-ce que c'était un hommage à Bret Hart, le deuxième de la semaine? Bah détends. Alors on va pas faire les mecs qui en savent plus que ce qu'ils savent réellement. C'est vrai qu'après il y a eu des montages vidéo faits sur les hommages différents qui ont eu lieu dans ce match-là avec. C'est ça. Pac, il me semble. Voilà, en gros le match était contre Darby Allin, qui est le babyface montant, le twinner montant IW, c'est le mec qui sera la superstar de demain et qui est présenté comme tel, et c'est pas pour rien que CM Punk a été choisi comme adversaire contre lui. C'est un catcheur qui sait tout faire, il sait s'envoler, il sait grappler, faire du grappling. Ça correspond assez au style de Punk, en tout cas avant, quand il était à la WWE et à ROH. La question que tout le monde se posait, c'était est-ce que CM Punk serait capable de tenir le match? Il a tenu combien de temps? Il a tenu 16 minutes, donc c'est plutôt pas mal, puisque c'est pas le match le plus court de la soirée. Still got it. Un match qui a été construit d'une façon un petit peu particulière, et c'est pour ça que moi j'en ai été un petit peu déçu, je vais le dire, en fait, c'est que on n'a pas eu un match de CM Punk, en réalité, on a eu le droit à un match de mentor contre jeune aspirant, puisque la première partie du match, en tout cas, les spots, donc les moments marquants, ont été complètement pompés, hommage à un match de Bret Hart contre The Kid. De Kid. Je sais plus, c'est de quelque chose Kid, mais je sais plus ce que c'est. Pas de Dynamite Kid par hasard? Si, Dynamite Kid. Et donc, au début, j'étais un petit peu sur ma faim. J'ai eu ce côté très ok. C'est pas le style de CM Punk. On n'est pas en train de voir le style de CM Punk. Et en fait, je trouve que c'était vraiment cool parce que je pense que cette partie a été en partie chorégraphiée, préparée à l'avance, pour justement coller à ça. Regardez des vidéos comparatives sur internet, c'est impressionnant. Pour le coup, il y a un vrai travail là-dessus pour refaire ces spots, etc. Mais ça permettait de raconter quelque chose. C'est ce vieux baroudeur qui est contre un jeune qui a les dents qui est acéré, et que le jeune, en fait, en gros, que le vieux arrive avec un petit peu trop d'assurance contre ce petit jeune. Et à partir du moment où ils sont sortis de cette chose-là, où ils ont commencé à développer leur catch, le public était debout, moi j'étais debout, et on a été emporté par cette histoire à revoir. C'est-à-dire que là, moi je voyais pas CM Punk au début. Au final, je voyais Bret Hart, mais je ne savais pas parce que je ne connais pas cette génération. Mais tu sentais bien que c'était pas ce. Je sentais bien que c'était pas son style. Et à partir du moment où Darby Allin, lui, a ouvert les vannes et a dit "Eh oh, moi je vais catcher comme moi", voilà. Ouais. Et ben, CM Punk a commencé à catcher comme lui-même, à faire ses petits coups fourrés, à avoir ses petits côtés un petit peu hellish dans ses attitudes. On a vu son running knee, on a vu son GTS plusieurs fois. On a eu ce moment qui, moi, est le moment marquant où Coffin Drop de Darby Allin sur un CM Punk, on se dit il va arriver, et là CM Punk se relève et il a un sourire en lèvres en mode non gamin, non, je me ferai pas avoir comme ça. Il se relève vraiment à la Taker en plus, hein, oui c'est vraiment à la pouf, et Darby Allin qui est précis dans son truc parce que c'est vraiment, ça passe à ça quoi, ouais. Et au final CM Punk win, et on est content, quoi. Moi, je suis content comme un gamin. Moi, je suis un gamin. Mais j'ai vu CM Punk gagner un match. C'est la première fois en 7 ans. Mais c'est fou. Même en dehors de gagner le match, en fait, on a vite compris avec l'exécution du match. Et c'était tout l'intérêt. On voulait tous voir Punk gagner et mettre au-dessus de lui Allin. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, et puis on voulait le voir s'amuser. Moi, je voulais le voir s'amuser. Et au début, il y avait ce côté... Mais il l'a vendu comme ça pendant 2 semaines en mode comment est-ce que je vais y arriver, est-ce que mon cardio est bon, il a admis qu'il était stressé, alors que il l'a dit, voilà. Et je pense qu'il était stressé réellement et qu'il avait besoin de cet échange qui était programmé, qui était fait pour se dire ok, et pour montrer qu'il avait aussi sa gimmick, parce que il a joué de ça avec ses petits sourires, avec ce petit ok, très bien, ok. Et je pense qu'il avait besoin de ça pour se remettre dans les jambes avec le public, voilà. Et c'est vrai que le public, par contre, je l'ai senti un peu refroidi à un moment quand il a vu, machin, et quand c'est parti, ça voilà. Et en plus, ce qui est cool d'avoir fait ça,
ce qui est très intelligent d'avoir fait ça, parce que moi j'ai pas trouvé ça cool, mais ce qui était intéressant de faire ça, c'est que ça lui a permis aussi d'avoir un match de 16 minutes. Puisqu'il y a bien 5-6 minutes qui sont prises par ça, et donc ça permet aussi d'avoir une durée un petit peu plus longue, et voilà. Moi j'aime cette rythmique-là, hein. J'aime cette rythmique posée qui monte en intensité, très japonaise au final dans le comment raconter une histoire durant un combat. Exactement. Et ce qu'on avait dit lors de notre premier podcast sur Punk, Aline n'était pas un simple sac de frappe. Aline a montré tout ce qu'il savait faire. Pour moi, Aline a dominé le match en fait. Hein. Oui, c'est lui qui a donné le rythme, et ça c'était cool jusqu'au moment où. D'ailleurs, il faut le torpé souci là qu'il fait. Mais genre, il se lance comme un boulet de canon. Pas de main, rien. Il va rater le mec et ça va mal se et là, il mais le poteau a une force, il y a un impact. C'est d'habitude là-dessus. Il y a les mains, l'autre le rattrape et tout. Là, c'est deux mecs qui se percutent. Et c'est d'une force. Donc, regardez ce match. Si vous êtes un petit peu perturbé par ce début... Ah oui, ça catch. Mais si vous êtes un petit peu perturbé par ce début, dites-vous que... Il y a un hommage. Il y a un hommage, qu'il y a un besoin pour CM Punk, qu'il y a une envie de troller aussi. Oui, parce que... Il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que les rythmes des matchs sont souvent aussi déterminés par le cardio des mecs qui sont en ring. C'est pour ça que c'est là où le match tag est absolument dingue, c'est que c'est 22 minutes. Sur les 22 minutes, il y a 17 minutes d'action à bloc tout le temps. Il faut se dire quand même que, alors oui, c'est scénarisé, oui, tout ça. On est en 2021, on sait tous comment fonctionne le catch. Hein. Ne croyez pas nous apprendre quelque chose si vous consultez ça, dire ça en commentaire. Mais il faut quand même arriver à le tenir physiquement, quoi. Il y a une vraie performance physique derrière, et que le fait d'avoir mis un... Typiquement, quand il prend son GTS et qu'il reste vraiment 9 secondes à l'extérieur, tu sens que Punk, au milieu du ring, il souffle. Il a besoin de souffler, parce que ça fait 7 ans qu'il a pas eu ce rythme-là, que quand il est passé par le MMA, c'est pas la même rythmique, et qu'entre le MMA et son retour in-ring, il s'est passé une période où il a perdu de son physique pour le regagner derrière. Donc tout ça, faut l'encaisser pour un athlète. Et là, on sentait que Punk avait besoin parfois un petit peu d'avoir ce rythme un peu moins soutenu pour souffler un peu, quoi. Exactement. Je vais juste dire que Punk a gagné. Hein, évidemment, c'était un moment, mais oui, effectivement, on a vu un petit peu, Go to Sleep. Et d'ailleurs, Darby Allin qui a piqué la gimmick pendant un petit instant, ou qui s'est mis avant son coffin drop, il est parti pour voilà, ce qui lui a valu un beau gros huée, et c'est là où ce mec-là est génial, et qu'il sera génial pendant longtemps, parce que, enfin, tant qu'il se tue pas. Alors, excuse-moi Bactos, excusez-moi tout le monde. Voilà, changement de lumière. Voilà, ce sera mieux. Parfait. Je vais switcher sur le match suivant qui est... Oups là, je me suis planté dans les... Qu'est-ce qui se passe avec mes yeux? Non! J'ai mon OBS qui est en train de planter. J'ai mon OBS qui est en train de mourir. Pas maintenant. Très bien. Pas maintenant, pas après tout ce que ça... Oui, ça y est, ça revient. Je mets des images de partout. Arrêtez. Non. Non, pas de spoil. Voilà. Non. Donc ça, c'est un botch dans le langage. Dans le langage catch. Ça, c'est un botch. Un botch, c'est quand ça se passe pas comme ça devait être. Mais je suis rassuré parce que je ne voyais plus l'équaliseur de son et là, il est reparti. Donc je suis en mode ouf. J'espère que l'enregistrement, lui non plus, n'a pas pété, et il met toujours qu'il tourne. Peut-être que nous faisons cette dernière partie pour rien, mais c'est pas grave, au pire, parce que il faudrait qu'on la refera, et on va la faire quand même. Le match suivant. Attends, je vais la refaire. Le match suivant, Kenny Omega contre Christian Cage. Match pour la ceinture de la All Elite Wrestling. C'est un rematch, mais c'est pas réellement un rematch. Comment ? T'as oublié un truc qu'on passe, mais bon, on va le passer quand même. On va quand même dire qu'il y a eu Paul White, QT Marshall. Oui, alors c'était, comme tu l'as dit, c'était un angle. Le but, c'était de remettre Paul White sur le ring. Et pour le coup, il y avait aussi un intérêt dans la carte, c'était qu'il fallait faire redescendre un petit peu le public pour pouvoir raconter, que le public puisse apprécier Christian contre Kenny Omega. Donc il y a eu cette petite intermède avec les entrées qui a duré
8 minutes à peu près. Le match en lui-même, c'est 3 minutes. Voilà, Il avec faut Paul que, White, il faut que de Paul Big White, Show, le Big Show qui arrive revient. au scoring. Hein, donc. Exactement. Il a des difficultés à marcher et ça commence vraiment Bah, à se voir. Moi, j'attends voir, pas du Big Show qui soit sur le ring, mais pour le coup, Ouais. il vient, il met un choc slam, ça fait plaisir à tout le monde. Mais Moi, une j'ai envie de le patate voir. choc slam, J'ai envie de le euh, voir en commentaire. Il est très très bon. Il est Honnêtement. très bien. Il est très très bon. Beaucoup en mieux que commentaire. Marc-Henri, hein, si on doit faire un comparatif. Exactement. Mais, Il est très très bon, mais j'ai envie de le voir en fait manager quelqu'un, un big guy. J'ai envie qu'il chope un big guy, qu'il le manage Ouais. et qu'il fasse un duo ensemble, avec de temps en temps au bord du ring un choc slam balancé, une table pétée, un truc comme ça, ou simplement. Sting un peu. Alors De temps je en lui temps, souhaite, il arrive voilà, et- je lui souhaite pas du mal, mais je lui souhaite que de temps en temps il y a un mec qui vienne, qu'il le prenne et qu'il le power slam. Ça voudrait dire qu'on a un mec qui est capable de super lever costaud. Ça permettra d'élever des gars, enfin des voilà. des muscles, voilà, et de créer des feuds. Et je pense C'est que clairement le ce pee break match-là de la est là soirée, pour hein. ça. C'est le pee break, mais pour le coup, il aura un intérêt en long terme parce que ça assoit le côté Paul White est là et il gagne des matchs quand même à la AEW. Et le jour où il va tomber, où il sera KO, ça fera quelque chose. Et je rappelle qu'il y a un boxeur, ex-boxeur pro, dans le roster de la AEW qui est aujourd'hui en arrêt maladie avec Anthony Ogogo, hein, qui est quand même médaillé olympique de boxe. Et le jour où ce mec-là va arriver et va KO le Big Show en un punch, ça va directement mettre les pendules à l'heure. Et je pense que voilà, ce match avait cet intérêt-là, mais sinon, passez-le. En vrai, L'évolution de Ogo, en hein. vrai, si quelqu'un a envie d'aller pisser et que vous avez pas envie de mettre pause, laissez-le. Attendez que votre pote revienne, et puis voilà. Du coup, le match pour le match titre. pour le titre. Kenny Omega contre Christian Cage, c'était un remake puisque on avait joué la ceinture de Impact et de TNA et c'était Christian qui avait gagné, donc il y avait quand même ce côté est-ce que Kenny Omega va s'en sortir ou pas. Je vais te laisser parler du match parce que je l'ai vu dans de mauvaises conditions et je peux pas vraiment en parler. C'était de ce que j'en ai vu, c'était un bon match. Mais moi, dès que c'est des rematchs, j'ai du mal un petit peu à me concentrer. Donc c'est vrai que voilà, je l'ai pas forcément vu dans les meilleures conditions. Donc je te laisse en parler. En fait, avec la perte des ceintures ça, c'est le côté un peu smart qui parle. Hein. C'est-à-dire qui analyse un peu le côté scénaristique de la globalité du show et de la compagnie. Si tu sais que les Bucks ont perdu leur ceinture avant, je ne vois pas comment le leader de l'élite peut la perdre dans le même show en fait. Ils vont pas foutre à poil tout le clan le plus dominant et le plus influent de cette compagnie sur un même show et en plus le plus gros show de l'année. D'autant que voilà, il y a ce qui se passe à la fin, donc c'est impossible de faire ça. Donc il y avait un côté, ouais, il va sûrement gagner. Et après la question c'était est-ce que Christian Cage, qui lors d'un très court match de Rampage, mais très efficace, c'était pour la première édition de Rampage, avait réussi à battre Kenny Omega, qui avait été le premier à battre Kenny Omega depuis 2 ans, je crois, un truc comme ça, hein, en 1 contre 1. En trichant. Ah non, c'est pas lui qui a posé la chaise. Oui, mais il l'a quand même bien utilisé. Il était là, il fait ça. Et je vais relire ce que j'ai écrit tout à l'heure. Christian Cage... Christian Cage est un heel, ne l'oubliez jamais. Non, moi j'aime bien ce match-là parce que il y a ce côté nostalgie que j'aime bien. Christian Cage, c'est un catcheur qui est cool, c'est The Charismatic Enigma et pour le coup, Christian Cage, on lui enlèvera jamais que il se pointe. Kevin. C'est qui C'est Jeff Hardy. Ah oui, c'est Jeff Hardy. J'ai dit de la merde. C'est Captain Charisma mais moi j'adore cette présentation, le physique, le catch et tout machin, c'est très old school, mais c'est très maîtrisé. Voilà, c'est très simple mais efficace et contre un Kenny Omega qui est plus flamboyant, c'est bien d'avoir des mecs parce que Kenny Omega, on a envie de les mettre contre tous les flippy dudes. Mais pour le coup, c'est bien de le mettre contre un gars un peu plus posé, un peu plus terre à terre, qui va être beaucoup plus sur des slaps et parce que lui a un style puissant et est passé par le Japon et ce côté-là. Donc là. Et par contre, un truc à dire, et je pense que c'est mon impression, hein, c'est pas du tout entrée des deux catcheurs. Christian Cage est à moitié boué, Omega est popé. Il y a un côté,
tu réécouteras, hein, moi c'est comme ça que ça m'est apparu. Il y a un côté... J'ai compris bourré, moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, mais... La question c'est par qui, mais c'est... Désolé, c'est pas la plus fine que j'ai faite, je suis désolé. Carton jaune, c'est ça? Carton la prochaine jaune, c'est carton jaune. D'accord. On ramènera les flags pour la prochaine fois. Donc du coup en fait le public est derrière Omega. Et en fait c'est ça. Il est derrière Omega parce que c'est un produit de la WWE. Mais c'est son c'est produit. le champion de leur compagnie en fait. Et le public a vraiment mis ça en avant. Il fait partie des gens qui ont monté la compagnie. Et donc en fait si tu aimes la compagnie, tu les aimes. Il y a tellement de bonnes d'autres équipes que t'as pas forcément envie de les. Mais c'est un truc de Smark de les aimer. C'est le meilleur. C'est un truc de Smark de les aimer. C'est le meilleur donc. Oui mais c'est un truc de Smark dans le sens où oui, c'est le meilleur, d'accord. Mais c'est le méchant. Il est coquille, machin, il est tout pour être détesté. Mais en fait, tu l'aimes parce que in-ring il est supérieur et tu l'aimes parce que tu sais ce qu'il apporte à cette compagnie. Et en gros, tu veux pas qu'il soit écrasé, tu veux pas qu'il perde parce que en fait, tu veux juste le voir parce que voilà. Et donc évidemment. Avec des beaux cheveux bleus d'ailleurs, je tiens à le signaler. Oui. Des beaux reflets bleus. Et donc comme on l'a dit, il a gagné. Ouais, il gagne. Le combat est moins intéressant que celui de Rampage, il est un peu plus long. Exactement. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après. C'est ça. Mais en il fait, faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle rapidement. Excuse-moi, pardon. Allez, on va mais vas-y, évidemment. Je voulais un petit peu parler de ce match quand même, mais c'est juste. En gros, le match est moins intéressant. C'est un bon match de catch, attention. Hein. On est sur. Mais en fait, la fin glorifie un peu le tout parce que on s'attendait à plein de trucs. Il y a rien qui vient. Ça se termine, The Elite arrive, commence à casser la gueule de Christian Cage. Il y a des yes qui arrivent. Rien ne se passe. Omega prend la parole. Et là, je te laisse la main. Omega prend la parole. Et avant, je vais faire un petit disclaimer. Et je vais te l'apprendre, mais juste pour une raison de timing. Et comme ça fait déjà 1h16 que vous êtes avec nous, n'oubliez pas de partager, etc. On va vous décrire ce qui s'est passé. On va vous en parler très brièvement. Mais je pense très sincèrement qu'on va en faire une vidéo. On va en reparler dans une autre vidéo. Et qu'il faut qu'on le fasse parce que c'est très important ce qui s'est passé. Donc, Kenny Omega est en train de tabasser Christian Cage et Jurassic Express qui est venu à sa rescousse et lâche cette phrase qui est magnifique en disant que de toute façon Christian Cage ne peut pas le battre puisque à la AEW aucune personne ne peut le battre. Les seules personnes qui peuvent le battre ont soit pris leur retraite, soit ne sont pas là, soit sont morts. La lumière s'éteint. Même pas, je crois. La lumière s'éteint. La lumière s'éteint pour lui, pardon, t'as raison, excuse-moi. Et soudain, it's all about the boom, baby! Adam Cole qui a terminé son contrat la putain de semaine dernière à la WWE, qui, dans le lore de l'AEW, puisqu'il était membre de The Elite pendant des années avant d'aller à la WWE et du Bullet Club, est mort, et donc les seules personnes qui peuvent battre Kenny Omega sont des personnes mortes, et d'un seul coup, Baby Adam Cole, je vais vous mettre quand même une petite image de Baby qui débarque. Le pop est phénoménal, entendre la musique c'est phénoménal, Jim Ross, Adam Cole, baby. Oh, shit. Tout le monde était à fond, c'est formidable. Il se pointe devant The Elite qui est là en mode et qui va nous attaquer, et soudain super kick dans la tête au babyface Jurassic Boy, Jungle Boy, et les bras ouverts, gros bisous avec les Young Bucks. C'est leur ami qui est revenu. Les Bucks là et là et Omega voilà. Dessus, c'est formidable. Adam Cole est de retour avec The Elite. Je suis en train de spoil ce qui se passe après, donc je vais voilà. Ici, voilà, réunion de tout le monde. C'est formidable. Et là, bon, switcheroo, on se dit, il était venu, voilà, qu'est-ce qui peut se passer, etc., machin. Et là, Kenny Omega qui commence. Je vais vous dire au revoir, un bisou, et... La chevauchée des Valkyries. Donc là, on parle dans un espace de 3 minutes. La chevauchée des Valkyries qui retentit, la chevauchée des Valkyries. Et le thème de... je vais pas me tromper, Bryan Danielson, aussi fraîchement débarqué de la WWE,
C'est Messi. C'est Messi qui débarque au PSG. Non, mais c'est juste le GOAT ever. Pour moi, en tout cas, je vais parler de ma génération. Voilà. Ouais, c'est le GOAT qui débarque à l'AEW, qui vient tranquillement sur le ring, sourire aux lèvres, et qui commence à taper tout le monde. Et ça, voilà. C'est le seul qui peut regarder Omega droit dans les yeux et lui dire, toi et moi, on est au même niveau. Exactement. Daniel Bryan, c'est le GOAT des 10 dernières années, et tu as encore planté, mais c'est bon, ça tient. Tu es de retour, c'est bon. Et Kenny Omega a été élu encore il y a 2 jours, là, meilleur catcheur de l'année par le Puy. Voilà. Donc, c'est un événement qui est ultra important parce que l'arrivée de Adam Cole et de Daniel Bryan sur cette soirée, à ce moment-là, comme l'a très bien dit Mick Foley dans une vidéo récemment, à compter d'aujourd'hui, on peut estimer que la WWE n'est plus la compagnie numéro 1 à laquelle les gens veulent venir catcher. Il y a un switch maintenant qui s'est fait, et moi je pense, je suis assez comme dit Mick Foley, je pense que là pendant 2 ans, il y a eu 2 compagnies en même temps. Et il y avait 2 compagnies qui se battaient pour être le premier. Et aujourd'hui, il y en a clairement une qui est en train de prendre le pas sur l'autre. C'est l'AEW. Et c'est aussi pour ça que qu'on en parle avec autant de conviction. Et on va vous en faire une vidéo entière où on va parler de ça. C'est compliqué d'aller à l'encontre de ton avis parce que la WWE n'a pas produit un aussi bon show. Moi, je pense qu'il y a le Money in the Bank 2011, parce que le Money in the Bank 2011, en dehors de Punk Cena, il y a les 2 matchs Money in the Bank juste avant qui sont monstrueux. Oui, mais il y a eu des shows, qui étaient voilà, il y a eu Evolution, il y a eu ouais, mais Evolution c'est un bon show dans sa gimmick, mais dans l'impact que ça a en termes d'impact, oui, non, mais en termes de qualité, la WWE on va pas dire qu'en 7 ans ils nous ont rien produit, et je refuse de le dire. C'est aussi qualitatif. Voilà. Non, ils ont, en tout cas pas des pay-per-view entiers, clairement, et surtout, voilà, c'est le côté, en fait, faut voir que Daniel Bryan et Adam Cole sont pas des gens qui ont été renvoyés de la WWE, sont des gens qui sont arrivés en fin de contrat à la WWE et ont choisi de passer sur l'autre compagnie. Et donc c'est là où Mick Foley dit que aujourd'hui la WWE n'est plus la compagnie où les gens veulent aller travailler. Et ces 2 personnes-là en sont l'expression même, et on va vous faire un pitch là-dessus. On va, pour ce soir, garder justement un petit peu le suspense sur cette discussion. On va s'arrêter là-dessus. Ça m'a fait énormément plaisir en tout cas d'en parler avec toi. Ouais. Comme d'habitude. Donc du coup... Oui, on l'a pas dit. On l'a pas dit. AEW All Out 2021, ça passe ou ça catch? Ça catch 1000 fois. Surtout. Ça catch 1000 fois. C'est le meilleur pay-per-view de l'année, certainement le meilleur pay-per-view des 2 dernières années. Celui avec le plus gros impact, c'est celui qui va très certain. Non, parce que en termes d'impact, et honnêtement, moi je pense que le premier All-In, le premier All-Out, Full Gear ont été des pay-per-view de fou. Ouais. All-Out de cette année est au-dessus, mais c'était des très bons pay-per-view. Et donc voilà, regardez-le. Dans le bingo des shows de catch, de l'excellence d'un show de catch, pour moi il remplit toutes les cases en fait. C'est vraiment, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a du match légendaire, il y a des retours, il y a des gens qui arrivent, des anciens d'autres promotions, il y a des nouveaux venus, il y a tout. Il y a vraiment tout quoi. Donc voilà, regardez All Out. Vous avez les moyens de le trouver sur internet, que ce soit légalement ou illégalement. Légalement, ça sera sur Fight TV. Éclatez-vous. Il y a malheureusement aucune chaîne en France qui Konami va le diffuser mercredi. Konami le diffuse mercredi prochain. Konami le diffuse ce soir là. Non. Ok, super. Bah écoutez, peut-être en replay sur Konami, je ne sais pas. Sur Konami et Molotov TV pour 3 balles par mois, vous pouvez avoir Toonami dessus. Exactement. Et tous les replays d'AEW. Voilà, profitez-en vraiment, que vous connaissiez le catch, que vous aimez le catch, que vous n'aimiez plus le catch.
que vous l'ayez aimé un jour, ou que vous vouliez le découvrir, faites-le avec All Out, vous serez pas déçus, vous aurez de tout, et ça sera formidable. Je te souhaite une excellente soirée en tout cas. À toi aussi, camarade, c'était fort bien et voilà. Comme d'hab, hein, on a encore fait court. Exactement. On parle avec passion et donc on n'arrive pas à s'arrêter. Ouais. C'est pour ça que je vais cliquer sur le bouton arrêter maintenant. Ciao, bye bye. Et amusez-vous et surtout, prenez soin de vous.